un premier entretien avec quelqu'un qui a passé sa vie à gérer le risque. Il s'agit de Pierre de Villiers, le général Pierre de Villiers, qui a été chef d'état-major des armées, le patron de donc, toute l'armée française, quelqu'un qui a fait la guerre, mais aussi qui a passé l'essentiel de son temps à préparer la paix, ou en tout cas à gérer les risques, anticiper les situations qui permettaient de préserver autant que possible la paix. Tout de suite, le général Pierre de Villiers. Bonjour général, je vous ai présenté comme un militaire, mais je devrais vous présenter comme un militaire écrivain. Il y a des ministres écrivains en ce moment, et aujourd'hui, nous avons avec nous un militaire écrivain. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont été des grands succès de librairie. Je pense à Qu'est-ce qu'un chef, qui a été presque un choc dans le monde politique, en tout cas qui a fait beaucoup réfléchir dans l'univers politique. Et puis L'équilibre est un courage, qui est aussi un ouvrage qui a beaucoup marqué. La sagesse du risque, pour un militaire, c'est anticiper. Et l'anticipation a été une partie de votre mot d'ordre, en tout cas de votre comportement pendant toute votre vie de professionnel des armées. Bonjour monsieur, bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont sur le plateau et ceux qui sont derrière leurs écrans. Je suis très heureux d'être ici invité par l'AMRAE. Ça prouve que c'est une organisation qui a l'esprit d'entreprise, en sortant de l'entre-soi, en invitant un ancien chef d'état-major des armées pour initier la réflexion pendant ces 2 jours. Je crois que nous sommes dans le brouillard de la guerre. Si Clausewitz était là, je pense qu'il le répéterait. Avec toutes ces crises qui nous tombent dessus simultanément, la crise sanitaire bien sûr, mais derrière la crise financière, économique, probablement sociale, oui, politique et géostratégique. Alors face à ce climat, il est urgent effectivement de réfléchir, et votre thème sur la sagesse du risque pour l'immunité collective me paraît extrêmement pertinent. Il est très ambitieux, il est très vaste. Mais il est judicieux. Moi, j'ai passé ma vie, vous l'avez rappelé, à essayer de gérer le risque, parce que chez nous, les militaires, le risque est consubstantiel à notre état. Avant toute opération majeure, on étudie les amis, les ennemis, on dégage un mode d'action et on analyse les risques, dans leur intensité, mais aussi dans leur probabilité d'occurrence. Je pense que c'est une démarche essentielle pour ce qui nous manque probablement le plus aujourd'hui, c'est l'anticipation, car plus le brouillard est épais, plus l'art du chef, c'est de trouver la lumière et l'anticipation. Alors, il y a beaucoup de risques aujourd'hui. J'en vois 5 qui me semblent peut-être un peu plus importants que les autres. Le premier, c'est la situation géostratégique mondiale. On n'en parle pas beaucoup, mais elle est beaucoup plus instable qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, sous le coup de 2 lignes de conflictualité, le terrorisme islamiste radical qui frappe de par le monde, et puis le retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires qui cherchent à regagner leur influence perdue. Le deuxième risque, c'est le temps. Moi, je suis frappé par le temps qui presse, le temps qui stresse. La principale difficulté, souvent, des responsables, c'est de gérer leur agenda. Ils n'ont jamais le temps de tout faire. Ils n'ont même plus le temps d'écouter leurs équipes, leurs subordonnés. Le troisième risque, qui découle aussi du deuxième, c'est le technologisme, c'est ces avancées fulgurantes. On ne discute pas son époque, on l'épouse, mais on la façonne et on la maîtrise. Alors le numérique, la digitalisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, maintenant l'informatique quantique, on ne sait plus où on va s'arrêter, mais c'est un risque à maîtriser. Le quatrième, c'est l'individualisme. On était déjà dans une société très égocentrée. C'est un peu le tout à l'ego aujourd'hui. Eh bien, on va sortir de cette crise sanitaire encore plus dans une difficulté face à ce risque. Le pape François parle finalement de la mondialisation de l'indifférence. Je pense qu'il a raison. Et puis, le dernier risque, c'est la crise de l'autorité, cette séparation, ce fossé qui s'est creusé entre ceux qui décident et ceux qui exécutent, qui est très profond. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec la crise sociale, et je crois que la période actuelle accroît encore ce fossé entre l'État et la nation. Alors face à ça, pour moi, il y a 4 mots qui me semblent clés, qui sont les clés de la sagesse en quelque sorte. La sagesse des vieilles troupes, pour prendre une image militaire. Le premier mot, c'est la confiance, c'est l'obéissance active, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. La confiance ne se décrète pas, mais c'est elle
qui décrète ensuite l'initiative, la responsabilisation, la subsidiarité, la créativité, l'innovation. Et puis, c'est le carburant de l'autorité. C'est le deuxième mot qui me semble clé, on en parle souvent, mais au sens de la racine latine, auctoritas, faire grandir, élever vers, éduquer, tirer vers le haut, et non pas l'autoritarisme, je décide, il exécute. Ça, c'est pas bon. C'est l'autorité qui jaillit du bas vers le haut, avec cette fluidité entre les deux. Le troisième mot, c'est la stratégie. Ça a été évoqué. Je suis frappé par la tyrannie du temps court, vous le savez. Et nous sommes trop dans le quotidien. Nous avons perdu la hauteur et la profondeur. La stratégie et pas la tactique. La question quoi et pas la question comment. C'est celle qui procure à la fois l'anticipation et cette fameuse résilience que nous appelons de nos voeux grâce à cette approche par les risques. Et puis ensuite, le dernier mot qui me semble clé, c'est le leadership. Il faut des chefs. Alors on parle de dirigeants, dans l'armée on parle de chefs, on parle de commandement. Il faut des chefs qui décident avec des qualités. Alors bien sûr la compétence, mais à mon avis, celle qui manque le plus aujourd'hui, qui est éliminatoire en tout cas, c'est l'exemplarité. Elle est dévastatrice, sinon c'est l'authenticité, le naturel, la fin de la comédie humaine. On ne sait pas si les gens, quand ils parlent, ils le pensent vraiment ou si c'est des éléments de langage. Ensuite, l'humilité. Un grand chef, c'est un mendiant d'humilité. Et puis, la passion, l'optimisme de volonté, l'intelligence, c'est bien. Mais vous savez, nos soldats, ils vont jusqu'au sacrifice suprême. Certes, la manœuvre est intelligente, mais ils y vont par leur tripes, par leur passion, pour la France, pour les valeurs, pour la paix, pour quelque chose qui les dépasse. Et puis, la dernière qualité qui est essentielle, c'est pour un chef, c'est d'être tourné vers les autres. La vraie richesse est chez les autres. Toute autorité est un service. Je crois que c'est peut-être une phrase qui mériterait d'être en exergue dans nos écoles de formation. Au bilan, moi, je crois que ce qu'il faut pour parer à tous ces risques, c'est remettre la personne, l'homme, la femme, au centre des préoccupations de nos dirigeants. Merci beaucoup, Pierre de Villiers. Je rebondis sur quelques mots que vous avez prononcés. Par exemple, vous avez parlé d'obéissance active. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance active ? Ben, je vais vous donner une illustration. Quand j'étais capitaine, je commandais 150 soldats et au bout de quelques mois, j'ai eu la satisfaction de voir que j'avais plus besoin de donner les ordres. Ils étaient exécutés, ils étaient exécutés avant qu'ils ne soient donnés. Ils anticipaient vos Exactement. Projets, vos désirs, vos Et en fait, ordres. c'est ça l'obéissance active. C'est-à-dire qu'avant de donner l'ordre, il est exécuté. C'est là où il y a une vraie adhésion des équipes. Ils ne subissent pas. De l'âtre avec comme devise ne pas subir. Ils ne subissent pas. Au contraire, ils anticipent. Et cet esprit d'anticipation, c'est bien l'esprit des risques managers que j'apprécie particulièrement parce que c'est ce qui fait qu'on ne tombe pas dans les choses trappes, on ne tombe pas dans les pièges, on les devance. On parle depuis 1 an à peu près de guerre. C'est un mot qui a été employé plusieurs fois par le chef de l'État, par tout le monde au fond. Est-ce que nous sommes en guerre contre le virus ? Est-ce que vous qui avez fait la guerre, qui avez été entre autres en Afghanistan, est-ce qu'aujourd'hui on mène une guerre ? Alors les mots sont aussi des idées aujourd'hui, et c'est vrai, vous avez raison, parfois on utilise des mots, et moi je crois qu'il faut revenir à l'acception profonde des mots. Alors ce terme a été utilisé de manière imagée pour montrer que la situation était grave, mais nous ne sommes pas en guerre contre le virus, nous sommes en lutte contre une pandémie, appelons un chat un chat. La guerre, c'est un affrontement de volonté, le virus n'a pas de volonté, il est passif, il se transmet par le contact, par les hommes, par les femmes, mais on ne peut pas appeler ça vraiment une guerre. Moi, je sais ce que c'est qu'une guerre et je sais ce que c'est qu'un couvre-feu. Je l'ai vécu. Je ne pense pas qu'il faut dénaturer les mots. Ça vous choque qu'on parle de couvre-feu aujourd'hui ? Je pense que c'est un confinement prolongé, c'est un confinement nocturne. Moi, j'aime bien appeler les mots avec la vraie signification. Sinon, ensuite, on introduit des malentendus et finalement des déceptions, des incompréhensions. Une guerre, c'est l'affrontement entre 2 volontés. Dites-vous, évidemment, le virus n'a pas de volonté. Il mute au hasard de la biologie, mais il mute en permanence. Et nous n'avons pas forcément les armes pour lutter contre ce virus. Est-ce que vous, chef de guerre, chef militaire, n'êtes pas frappé par cette asymétrie des moyens entre
un virus insaisissable, imprévisible, et une société qui essaie de se défendre avec des armes qui sont toujours quasiment un temps en retard. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On a l'habitude quand même dans l'armée d'avoir un ennemi qui manœuvre. Et on s'y prépare, on essaie de devancer, d'anticiper. Et je pense que dans la situation actuelle, le mot anticipation est clé. J'ai vu que c'était le titre dans l'opinion ce matin sur la maîtrise des risques. Je pense que c'est un mot-clé. On court trop derrière le virus. Même s'il est imprévisible. On court trop derrière les terroristes. Même s'il est imprévisible. Même s'ils sont imprévisibles. Même s'il est imprévisible. Vous savez, François de Rose, dans les années 80, a dit « il faut penser l'impensable ». Et dans les scénarios, dans la planification, dans cette anticipation, on doit penser l'impensable. Alors, il est imprévisible, bien sûr, mais ce qu'on peut prévoir, c'est, par exemple, aujourd'hui, déjà la sortie de crise sanitaire. Comment on va réhumaniser notre société? Comment on va retrouver le chemin du travail? Quelles sont les valeurs qui vont être essentielles pour remettre la société debout? Nos entreprises qui souffrent énormément, nos jeunes. Moi, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, notamment sur les jeunes que je vais voir et toute la jeunesse. Je crois que tout ça mérite réflexion. Alors nous, les militaires, on le sait, il y a la crise, la gestion de la crise et la post-crise, et puis ensuite la prospective. On manque de profondeur, je trouve, dans notre réflexion aujourd'hui. On est trop tiré vers la gestion de la crise. Alors justement, pour éviter d'être tiré vers la gestion de la crise, c'est-à-dire le day-to-day, le quotidien, le temps immédiat que vous dénonciez dans votre propos liminaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut d'abord tout mettre sur le combat contre le virus, ou est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus? Est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec l'ennemi? Moi, je crois qu'il faut arriver simultanément à traiter la crise dans sa difficulté, et elle est très complexe. Moi, vous savez, j'étais au cabinet de Matignon en 2009, au moment de H1N1. La crise H1N1, oui. J'en connais la difficulté. Dont les conséquences ont probablement fait prendre de mauvaises décisions cette année, d'ailleurs. Écoutez, on avait à l'époque tiré des bonnes décisions, puisqu'on avait compris que pour lutter contre une pandémie, le point clé, c'était d'avoir des masques. Et il y avait des stocks à la sortie de cette crise. Donc, je crois qu'on avait aussi pris des bonnes leçons, mais parfois on oublie les leçons. Et précisément, l'art du chef, c'est de gérer la crise du court terme, mais de corréler ensuite cette gestion à la sortie de crise avec ce qu'on appelle la planification, avec des scénarios qui sont multiples, multiformes, en fonction des aléas. Pour nous, c'est la météo, l'action de l'ennemi, le terrain, etc. Et ensuite, on relie les deux en permanence. Et pour vous donner un ordre d'idée, en opération, tous les soirs, à 17h, il y a ce qu'on appelle un com update, c'est-à-dire un point de situation quotidien, et on rallie les décisions que l'on prend au quotidien à la sortie de crise, à la planification, au scénario que l'on veut souhaiter, ce qu'on appelle le mode d'action, l'effet majeur. Alors, je crois que c'est ça la bonne démarche, les risk managers le savent, parce que c'est la démarche par les risques. Dans la vie d'un militaire, et en particulier en opération, il y a le RETEX, le retour d'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, selon ce que vous voyez, s'applique dans l'univers politique? Alors, pas totalement, parce que par rapport à 2009, on n'a pas tiré tous les enseignements, manifestement. Et en tout cas, vous avez tout à fait raison de souligner que c'est très important. Savoir tirer les enseignements, à la fois dans le court terme, dans la crise, pour ne pas refaire les mêmes erreurs le lendemain, mais aussi dans le plus long terme, pour ancrer. Ça, c'est une démarche très forte chez les militaires, cette notion de rétex et d'enseignement, en quelque sorte. Un rapport, quand il est écrit à l'issue d'une opération, il n'est pas là pour être stocké dans une armoire, sinon ça ne sert à rien. Il est là pour modifier ce qui n'avait pas fonctionné et au contraire valoriser ce qui a été bon. Je crois que c'est très important, cette notion de rétex, et peut-être que le quotidien qui est très chargé, et puis une actualité chasse l'autre, une crise chasse l'autre, peut-être que notre court-termiste empêche cette notion de retour d'expérience. Dans un univers comme le nôtre, avec cette crise permanente qui, au fond, écrase toute l'actualité et écrase, ou en tout cas oblige toutes les décisions politiques, comment est-ce que quelqu'un qui a dirigé les armées françaises peut amener son expérience, justement, du commandement dans la conduite de la crise ou la conduite de la réponse à la crise?
Alors moi, je me suis donné un objectif modeste. Vous savez, un chef militaire sans mission, il est foutu. Donc je me suis donné un terme de mission qui est transmettre. Transmettre ce que j'ai appris pendant 43 années au service des armées, au service de la France, modestement, dans deux directions. Les entreprises, les grosses et les petites, qui souffrent beaucoup aujourd'hui. Et chercher cette résilience, c'est très compliqué. J'essaie modestement d'apporter ma pierre pour les aider. Et puis la jeunesse, toute la jeunesse qui étudie, celle des diplômes, et puis la jeunesse défavorisée, notamment celle des cités dans lesquelles je vais pour essayer de comprendre, parce qu'un jour, je pense que ça va nous péter à la gueule, et ce jour approche. Qu'est-ce qui va nous péter à la gueule? Je pense que la vie aujourd'hui dans les cités est extrêmement compliquée, extrêmement difficile, que c'est un sujet qui est connu, mais je pense qu'il faut avancer plus vite parce que la jeunesse, parce que c'est une population très jeune, dans les cités aujourd'hui, manque de beaucoup de choses, le logement, les conditions de travail, etc. Et que surtout, c'est un terreau qui est extrêmement dangereux par rapport à, c'est d'actualité avec la loi qui est en discussion aujourd'hui, par rapport au terrorisme islamiste radical. La loi sur le séparatisme, en l'occurrence. Dans votre vie de militaire, et en particulier dans votre vie de chef d'état-major des armées, et vous allez tout de suite comprendre à quoi je fais allusion, vous avez été confronté à des sujets budgétaires. Et ces sujets budgétaires ont parfois créé des crises entre vous et l'autorité politique. Aujourd'hui, la France, on le constate, est le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à n'avoir pas de vaccin. Les Américains ont un vaccin, les Anglais ont des vaccins, les Chinois ont un vaccin, les Russes ont un vaccin dont on comprend en lisant de Lancet que des chercheurs, des scientifiques occidentaux considèrent que c'est un vaccin qui peut fonctionner. Ils n'ont pas encore déposé de demande d'autorisation à l'autorité européenne des médicaments, mais tout de même, on voit que ce pays revendique d'avoir un vaccin. La France, pas. Est-ce que c'est juste un sujet budgétaire ou est-ce que c'est autre chose ? Sur le budget, effectivement, c'est une dimension qui est capitale parce que pas d'argent, pas de Suisse. Et quand on donne des missions, il faut donner les moyens qui sont en cohérence avec l'ennemi et les missions. Ça a toujours été ma démarche. Effectivement, moi, je suis parti pour 850 millions d'euros. Quand je vois les sommes dont on parle aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que ça fait un peu décalé. Mais enfin, c'est un autre sujet. Non, je crois que le mal est plus profond. Vous parliez de rétex. Moi, je souhaite qu'on ait une vraie réflexion parce que à partir d'un échec, on peut construire des grandes victoires. Moi, je suis un passionné de football. C'est comme ça que j'ai toujours bénéficié des défaites pour gagner le match d'après. Quand on voit nos grandes industries, on a des grands ingénieurs, on a des grands chercheurs, on a l'Institut Pasteur, on a la tradition française. Et qui n'est qu'une tradition, hein ? On se retrouve dans cette situation aujourd'hui où, effectivement, on est un grand pays, parce que moi, je crois à la vocation de la France, mais on n'a pas de vaccin. Et on est en panne et on est en quelque sorte en dépendance. Il faut en tirer des leçons. C'est bien plus que des problèmes budgétaires ou des crédits dans la recherche. C'est toute une organisation. Et on parle de relocalisation d'un certain nombre d'industries souveraines. Moi, je crois qu'il faut aller vite et très vite parce qu'on est allé trop loin. Vous savez, le général de Gaulle avait conçu la Constitution et tout son concept politique, c'était sur l'indépendance nationale. Je crois que l'indépendance nationale, c'est un excellent concept. C'est comme ça qu'on est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'on a la dissuasion nucléaire et qu'on est un grand pays. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé des autres, au contraire. Mais à partir du moment où on a la souveraineté dans les éléments essentiels, et on voit bien que cette affaire de recherche médicale en est un, eh bien, à ce moment-là, on peut d'autant plus s'ouvrir à l'extérieur. Quand vous vous levez le matin, si j'ose dire, quand vous ouvrez les journaux, que vous allumez la radio, que vous entendez ce flot d'informations, je suis sûr qu'il vous arrive de penser à des moments de votre vie militaire. Quel est le souvenir qui vous vient le plus spontanément à l'esprit dans cet univers de crise et de risque ? Oui, l'histoire est un éternel recommencement, même si elle ne repasse pas les plats. On peut quand même dire qu'il y avait un très bon article dans l'Opinion ce matin de Jean-Dominique Mercier sur la guerre sous-marine. La guerre sous-marine en mer de Chine. En mer de Chine. Ouais. Vous voyez, l'histoire est un éternel recommencement parce que, quelque part, il explique qu'il y a une activité sous-marine qui est redevenue
à la hauteur de ce qu'elle était avant la chute du mur de Berlin, entre le monde libre et le pacte de Varsovie. Je crois que on revient inéluctablement à un certain nombre de phénomènes. Et précisément, ce qui me paraît le plus important, avec le recul maintenant de mes années de responsable, et puis dans cette situation dans laquelle nous sommes, c'est 3 mots importants sur lesquels vraiment il ne faut pas transiger. Le premier, c'est l'humanité. Remettre la personne au centre de nos préoccupations, au centre des décisions. On l'oublie trop souvent pour le droit, pour la finance, qui ne sont que des moyens. Le deuxième mot, c'est l'unité. J'ai écrit ce 3e livre sur l'équilibre est un courage parce que je pense qu'il faut réconcilier les Français. Les fractures sont profondes. Nous, dans l'armée, on est des gens d'unité. On ne choisit pas les personnels qui viennent servir la France. On les prend tous. Dans leur diversité, on en fait une force. Et puis, le 3e mot, c'est l'espérance. On est dans une sorte de dépression collective. Le monde, mais surtout la France. On fait repentant sur notre passé, sur notre culture, alors qu'on a une langue, on a une géographie, on a une culture magnifique. On est un pays avec des ingénieurs, des entreprises incroyables, avec parfois 50% de charges obligatoires. C'est quand même formidable. On est un beau pays. Il faut qu'on retrouve cette fierté française. Vous êtes optimiste ? Fondamentalement, au fond de vous-même, encore une fois, vous avez traversé des moments difficiles, des moments qui ne portent probablement pas à l'optimisme sur la nature humaine. Vous l'êtes, vous ? Alors, je suis inquiet à court terme parce que la sortie de crise, c'est toujours le moment le plus difficile. C'est mon expérience. Et pour retrouver la paix, quand on sort d'une crise profonde telle que celle que nous vivons, et nous allons encore vivre avec la crise sociale, c'est toujours le moment délicat. Une inquiétude, mais je suis assez serein et optimiste à moyen terme parce que je fais partie de ceux qui croient dans la génération des moins de 30 ans, cette génération qui a coupé avec toute la période qui nous a irrigués, post-68 Ardes. Elle a envie de s'engager, elle est généreuse, elle est soucieuse des grands sujets et je crois qu'elle sera capable de relever les défis auxquels la France sera confrontée dans les années qui viennent. Et puis, je ne vais pas terminer sur l'espérance en étant pessimiste. Moi, je crois que la France est un grand pays et je crois à cette petite flamme, chère à Peggy, cette flamme de l'espérance. Merci beaucoup. Merci, Général Pierre de Villiers. Merci pour ce propos.